Voilà, Christophe, c'est tout bon. L'enregistrement a démarré. Je te laisse démarrer. Yes. Super. Merci à toi. À tout à l'heure. Écoute, merci à toi. Et puis du coup, bonjour à tous. Et puis bienvenue sur cette session autour des conteneurs, de l'orchestration. Et puis, comment est-ce qu'on fait dans Azure en fait pour travailler avec ces technos. Moi c'est Christophe Gigax. Donc je vais me présenter en deux mots. Donc je suis architecte chez Hager. Je travaille sur on va dire les solutions connectées d'Hager, parce qu'Hager ils font des bornes connectées, des solutions de domotique, des choses comme ça. Moi, je travaille sur ces solutions en tant qu'architecte. Je suis également MVP auprès de Microsoft, donc en faisant des feedbacks réguliers auprès des équipes produits. Et je suis également organisateur MTG. Hop, je vais mettre la petite page qui va bien. Je fais ma petite pub en fait là-dessus. Donc la MTG, c'est quoi? C'est une association, on va dire nationale, qui organise en fait, on va dire tous les mois des meet-up autour de l'actualité Microsoft. Donc on en fait à Strasbourg, il y en a à Lille, à Paris, il y en a dans le sud également. Je ne veux pas dire exactement les villes parce que je ne les connais pas par cœur, mais il y en a. Donc je fais la petite pub pour la communauté qui va bien. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux hein, si jamais vous souhaitez un petit peu savoir ce qu'on fait et puis voir les meet-up, etc., etc. C'est vraiment actif. Donc surtout, voilà, il y a une page dédiée à l'équipe, aux événements. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc, du coup, hop, je vais continuer. Merci aux sponsors. Donc, les filles et les garçons, Ipon et ActorWeb, donc pour, pour la participation à l'événement, parce que voilà, on le sait, mais sans eux, ce genre d'événement serait pas possible. Je le serais moi-même, enfin, je le sais moi-même, parce que moi aussi, j'organise des choses sur Strasbourg. Donc, voilà. Merci encore aux sponsors. Et donc, du coup, je vous propose d'attaquer le sujet sur la containerisation, l'orchestration dans Azure. Alors du coup, avant de commencer, je veux juste un petit peu refaire le point sur comment est-ce qu'on travaille en fait avec les conteneurs et l'orchestration aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà, si on est un développeur, on va dire qui n'a pas forcément touché un petit peu à ces technos-là, disons que certains paradigmes changent complètement. Donc j'aimerais un petit peu revenir là-dessus. Traditionnellement, le développeur, il est là sur sa machine, il développe avec ses technos préférés, du Java, du C Sharp, du Node, peu importe. Il va packager son application et il va la pousser sur un serveur avec, sur le serveur, il y a tous les outils nécessaires pour lancer le package et donc faire tourner son application sur un serveur quelque part, alors soit dans le cloud d'ailleurs, soit sur un data center privé de son entreprise, au choix. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, c'est le paradigme un petit peu classique hein, qu'on a connu pendant longtemps, qui a fonctionné pendant un moment. Mais du coup, avec les conteneurs, l'orchestration et tous ces trucs-là, je dirais que ce paradigme-là a un peu changé. Il a un peu changé. Et donc, on va voir pourquoi. Ce qui va être une bonne introduction en fait pour comprendre justement les services Azure qui sont impliqués là-dedans. C'est pour ça que j'en parle aussi. Donc du coup, la containerisation, qu'est-ce que ça a un peu changé dans, je dirais, les pratiques du développeur en fait. C'est surtout ça. Globalement, il va continuer à bosser sur son code, à travailler son application. Cependant, le packaging est différent. C'est-à-dire que là, on va packager son application dans une image, ce qu'on va appeler une image. Et ce qui est important, c'est que c'est une image au format OCI. OCI, ça doit être Open Container, c'est pas image, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un format standard. Ça, c'est important parce que du coup, alors on peut utiliser des outils comme Docker ou Podman pour construire son image. Mais ce qui est important, c'est que ces outils respectent un certain format qui est standard et ces outils-là le respectent. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire qu'on ne va plus packager son application comme on le faisait avant, au format zip ou autre. Cette fois-ci, on va avoir une image au format OCI. Cette image-là, plutôt que de la pousser directement sur un serveur qui n'est pas capable, comme ça, de l'exploiter directement, voilà. Open Container Initiative, merci. Donc, plutôt que de la pousser sur une machine en fait en direct, cette machine ne saura pas quoi en faire en fait. On va la mettre sur un registre. Donc le registre ici, c'est notre espèce de dépôt d'images en fait, tout simplement. On va avoir des images qui sont nommées avec des versions et on va les mettre dans ce registre. Une fois que le registre ici contient notre image,
on va simplement, je dirais, instrumentaliser, ou on va dire ordonner à notre serveur de récupérer l'image et de l'installer sur la machine. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans le cas d'orchestration, de cluster de machines, de ferme de serveurs, eh ben, on va en avoir plusieurs. Donc ça, c'est un petit peu le changement de paradigme qu'on a par rapport à ce qu'on avait avant. Ça veut dire que au niveau du format du package, premier changement, il faut que ce soit une image au format OCI. Deuxième changement, on va avoir de nouveaux composants qui vont intervenir dans le déploiement, le registre, mais aussi du coup, d'un point de vue cluster, on va avoir finalement on va avoir un opérateur qui va gérer mon cluster. Donc ça va être Kubernetes, tout simplement. Donc on a ces trois changements-là qui impactent un petit peu l'expérience développeur dans les déploiements. Et donc, il existe tout un tas d'outils, de services permettant de mettre en place, je dirais, ce paradigme. Et bien évidemment, sur Azure, il y a des choses et on va les voir juste après. Alors, je vois que petit problème sur mon slide, c'est pas de problème. Hop, non, je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, du coup, quelques petites informations sur qu'est-ce qu'on trouve sur Azure en fait pour gérer ses conteneurs, stocker ses conteneurs, orchestrer ses conteneurs. En fait, quand on regarde un peu la liste des services sur Azure, il y a énormément de choses, énormément de choses. Et surtout quand on découvre un peu les sujets, on ne sait pas sur quoi partir. Clairement, j'ai un conteneur qui exploite une base de données. Est-ce que je vais héberger uniquement mon conteneur? Est-ce que je vais héberger aussi ma base de données? Sur quel service, etc., etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais juste faire un petit récap des services disponibles sur le cloud. Et ensuite, on passera sur la démo, sur les services les plus importants qu'il faut retenir. Voilà. Il va y en avoir 3, 4. Donc, si vous sortez avec ces 4 services en tête de la session, bon, j'aurais gagné. Voilà. Alors du coup, sur Azure, qu'est-ce qu'on va trouver comme service? Forcément, on va trouver un service pour héberger ces conteneurs. Donc ça va être Azure Container Registry. Comme son nom l'indique, c'est un registre de conteneurs hébergé sur le cloud. Il va permettre donc de stocker, il permet également de builder des images. Et bien évidemment, comme tout clone vendor qui se respecte, c'est un service qui amène des fonctionnalités supplémentaires que juste stocker des images. Donc, il va amener de la haute disponibilité, de la géoréplication en phase de la montée en charge. On va pouvoir privatiser complètement le registre. Donc, by design, le registre, il est accessible sur Internet, mais d'un point de vue authentification, il est fermé, clôturé, mais ça on le verra un peu plus tard. Mais il y a une option permettant de complètement privatiser le registre, même d'un point de vue réseau, donc de ne le rendre accès qu'à partir d'un réseau privé. Ça, c'est possible. Et dans le registre, il y a quelques fonctionnalités intéressantes comme les scans de sécurité. Donc, on peut vérifier que les images qui sont poussées sur le registre respectent bien certains standards de sécurité. Ça, on peut le faire sur le registre. Il y a d'autres choses aussi, on y reviendra pendant la démo. Voilà. Ensuite, autre service important dont je voulais parler, c'est Azure App Service et plus particulièrement la partie Web App for Container. Donc ça va permettre d'héberger une seule image unique, mais de l'héberger sur le cloud Azure comme si c'était une web API, une web app ou une web API classique. Donc du coup, c'est exactement ça, c'est vraiment le déploiement d'un conteneur sur un app service. Ce qui est intéressant, c'est que Azure App Service, c'est le service de référence sur Azure pour héberger des applications web, web app, web API, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette option supplémentaire, c'est qu'on a accès à toutes les fonctionnalités d'App Service by Design. Et ça, c'est super intéressant. On y reviendra pour la démo, mais c'est un service qui est très puissant, qui va très loin dans toutes ces gestions de web app. Et avec les conteneurs, vous y avez aussi accès avec justement cette fonctionnalité web app for container. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'hébergement uniquement pour un seul conteneur, un app service, un conteneur. Voilà. Il y a de la possibilité de faire de la mise à l'échelle, de gérer des certificats, des custom domaines, du load balancing, etc. La mise à l'échelle, il faut juste bien garder en tête que c'est par machine. Donc, si vous voulez scaler votre application parce que il y a beaucoup de trafic,
En fait, Azure va recréer une nouvelle machine à côté, répliquer votre conteneur sur la deuxième machine et load balancer les machines. D'accord? On n'est pas sur du load balancing de pod ou de conteneur. On y reviendra, mais voilà, c'est vraiment du load balancing de machine, pas du load balancing applicatif. Ce qui a son importance, notamment au niveau du coût. Parce qu'une fois qu'on scale, on va payer deux machines. On ne va pas payer une machine et deux applications. Voilà. Donc, petite nuance, mais c'est important à savoir. Et je dirais que personnellement, pour des use cases simples, en tout cas pour démarrer, honnêtement, ça suffit largement. Ça suffit largement de partir sur un service comme celui-ci. Mais on y reviendra. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur Azure? On a Azure Container Instances et Azure Red Hat OpenShift. Alors, sur Azure Container Instances, c'est un peu le service où on confond un petit peu avec les autres. Mais spécifiquement, la caractéristique principale de Container Instance, c'est le déploiement d'un conteneur, mais avec une isolation Hyper-V. C'est-à-dire qu'il va tourner sur la stack Hyper-V. On ne peut pas mettre à l'échelle, on ne peut pas faire du load balancing cette fois-ci. On ne peut pas faire de la communication pod-to-pod, des choses comme ça. Et donc, c'est encore une fois, c'est prévu pour des, je dirais, des use cases simples et surtout pour des use cases type, voilà, j'ai un job qui va tourner pendant longtemps, voire très longtemps, et donc, et qui est containerisé, bien évidemment. Ça peut être un service qui peut répondre à ce besoin. Surtout en termes de facturation, on va y gagner aussi. La partie OpenShift, donc ça, c'est en fait, c'est assez simple. C'est simplement une distribution OpenShift managée par Azure. Qui dit OpenShift dit qu'on a toute la stack OpenShift qui va avec. Donc, vous allez avoir dedans tout le registre qui va avec, toutes les pipelines CI/CD qui vont avec, etc., etc. Il y a la possibilité de personnaliser cette stack, donc d'apporter nos propres composants dedans. Donc, par exemple, j'ai déjà un container registry, je veux le brancher à mon OpenShift, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, alors, pour ce service en particulier, je dirais que c'est un service qui est adapté pour vous si vous avez déjà un écosystème d'entreprise autour d'OpenShift. Sinon, honnêtement, c'est un peu lourd, on va dire, pour démarrer là-dessus. Et en termes de facturation aussi, c'est un petit peu costaud. Voilà. Et donc, pour finir un petit peu sur le tour d'horizon des services, on en a deux. Principalement, je termine par eux parce que c'est probablement les plus importants, les plus poussés aussi par Microsoft. Mais bon, voilà. S'il faut en retenir deux pour l'orchestration, ce sont ces deux-là. Okay. On va avoir Container Apps, qui est, d'ailleurs, Julien l'a dit un petit peu dans sa session d'avant, c'est de l'orchestration de conteneurs en mode serverless. Donc, c'est aussi un peu ce que fait Google sur leur plateforme. C'est ce qu'il expliquait. C'est-à-dire que je vais pousser des conteneurs sans savoir ce qu'il y a en dessous. Donc, je ne connais pas les machines qui y a en dessous. Je n'ai pas accès aux API Kubernetes. Cependant, l'administration de mon conteneur, de mon orchestration, des mises à jour, des révisions, etc., est fortement simplifiée. Okay. Et aujourd'hui, je dirais que pour des use cases, on va dire, des use cases simples d'orchestration de conteneurs, c'est probablement la solution qui est le plus poussée par Microsoft aujourd'hui, que je recommande, en tout cas lorsqu'on veut aller vite sur l'orchestration, sans forcément en avoir d'autres besoins forts de sécurisation, de privatisation ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de l'orchestration de conteneurs en mode serverless. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un vrai un petit changement aussi au niveau de l'orchestration classique qu'on connaît. On peut faire de la mise à l'échelle de 0 à n. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on a zéro trafic, on peut descendre nos réplicas à 0. Et donc, en fait, on ne paye plus rien. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, sur les environnements de dev ou de staging, où il ne se passe rien, eh ben, en fait, on va vraiment descendre à 0 et on ne va plus rien payer. Donc ça, c'est intéressant. En termes de facturation, c'est intéressant. Sur l'outil, on a des outils préinstallés. Enfin, sur le service, pardon, on a des outils préinstallés comme Dapper, Keda, Envoy. Alors, en deux mots, c'est pas l'objet de cette presse, mais Envoy, ça va être un service mesh. Ouais, un service mesh, même un peu plus que ça. Keda, ça va être un autoscaler, un pod autoscaler basé sur des événements, et donc pas juste sur du
trafic HTTP, mais Keda va vous permettre de scaler en fonction du nombre de messages sur une queue, par exemple. Et Dapper, c'est vaste sujet, mais c'est, je dirais, une couche d'abstraction dans votre code vers l'infrastructure externe. Donc vers des queues, vers du stockage, vers ce que vous voulez. Et donc ces outils-là doivent être installés sur cluster pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et là, typiquement, ils sont préinstallés lorsqu'on utilise ce service. Et pour finir, voilà, la facturation. C'est extrêmement intéressant, la facturation sur Container Apps, parce que la facturation, c'est autant d'exécution d'un conteneur. Et on peut faire du scaling de 0 à, je ne vais pas dire infini quand même, je ne vais pas me mouiller, mais à beaucoup d'applications. Ça veut dire que vraiment, on peut vraiment être vraiment très très bon en fait sur sur sa facturation. On peut vraiment économiser beaucoup d'argent, de se dire bah voilà, les environnements de prod, je vais forcément laisser peut-être un conteneur tourner parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir du démarrage à froid. Mais sur les autres environnements, je vais pouvoir en fait baisser à 0, éteindre mon cluster parce qu'il ne se passe rien. La nuit, par exemple, on peut imaginer des choses comme ça. Donc c'est une facturation très très intéressante. Et donc il y a son grand frère, je pense qu'on peut l'appeler comme ça parce qu'il est arrivé, il est arrivé avant lui, je dirais. On a Azure Kubernetes Service. Donc là, on va dire de manière très simple, c'est j'ai un cluster Kubernetes, donc Kubernetes dans le plus pur standard de l'outil, qui est totalement managé sur Azure. Donc là, Azure va vous mettre en place le cluster, les machines, le nœud master, la gestion du Kubernetes, la communication entre les nœuds, etc., etc. Vous avez accès aux API Kubernetes, ce qui n'est pas le cas avec l'autre service. Donc la facturation là est sensiblement différente. C'est-à-dire que on paye un petit peu, ouais, on paye un petit peu pour la partie gestion Kubernetes, ce qui est installé sur le node master, etc., etc. Et ensuite, on va payer par machine dans le cluster. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que j'ai un cluster de 2 machines, de 3 machines qui fait tourner une ou 15 applications. Je vais payer la même chose. Okay, c'est un espèce de forfait, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on paye à la machine. Ça veut dire aussi que on a quand même une gestion intéressante de la facturation et de la scalabilité parce que en journée, ben, je vais probablement monter à 5, 6, 7 machines, alors que la nuit, je vais pouvoir redescendre à peut-être 1 ou 2 pour justement faire varier ma facturation. Et pareil pour les environnements, par exemple, de développement ou de staging, je vais pouvoir éteindre le cluster complètement pour éviter d'être facturé pour rien. Voilà. Donc là, on a 2 services d'orchestration qui sont quand même sensiblement différents. L'un qui est honnêtement plus puissant, donc le AKS à droite, le Azure Kubernetes Service. Azure Container App, c'est encore jeune, hein, ça fait 2 ans qu'il est sorti, ça va bientôt faire 2 ans, mais il est clairement très prometteur sur la partie scalabilité, facturation. Le côté simple aussi de déployer, de travailler avec un orchestrateur. En tout cas pour une équipe de dev pure hein, qui n'a pas forcément des notions très avancées en orchestration, c'est un service qui est extrêmement intéressant, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, voilà. Bon, voilà. C'est idéal pour des besoins avancés. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à de la démo. Donc, le reste de la session, ça va être que de la démo. On va essayer de, hop, on va essayer de faire ça bien. Alors, du coup, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une image pour ma démo, une image que j'ai trouvée sur Docker Hub. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, je vais faire un Docker pull d'une image que j'ai trouvée chez quelqu'un que je trouvais bien. C'est une application développée en Node.js qui me récupère le pod, le namespace, la machine en dessous, juste pour vous montrer un petit peu comment on peut avoir des interactions sur une application, un orchestrateur, un conteneur et autres. Donc, alors je l'ai déjà récupéré forcément. Je vais faire un petit Docker run pour vous montrer à quoi est-ce qu'elle ressemble. Hop. Je vais exposer le port et normalement, en localhost, voilà, en localhost. Voilà, en gros, l'application ressemble à ça. C'est très très bête, mais elle récupère le namespace, le pod, le nœud. Là, le nom du pod, c'est le nom du conteneur actuellement. Donc, application très simple que je vais, en fait, maintenant, je vais la prendre, je vais la mettre sur Azure pour vous montrer un petit peu les services qui sont en jeu, que ce soit sur le registre, sur l'orchestration ou autre. Voilà, tout simplement, petite introduction sur ce que je vais utiliser.
Voilà. OK. Alors du coup, ce que je vais vous montrer, on va commencer par le registre. Hop, le registre. Alors, j'ai déjà créé un registre, j'ai déjà créé un AKS parce que ça prend un peu de temps. Donc le registre, en gros, c'est une ressource de type voilà, registre, on va dire, de conteneurs classique. Quand vous êtes sur le portail, en fait, le portail, il va vous montrer un petit peu les informations basiques de votre registre, où est-ce qu'il, enfin, l'adresse du registre, quand est-ce qu'il a été créé, est-ce qu'il a été provisionné, etc., etc., etc. Le pricing, ça c'est important. Un petit mot sur le pricing. On a des pricing basiques, standard et premium. Honnêtement, je pense que pour 95% de vos use cases, le basique ou le standard suffit. Le basique pour les environnements dev, staging, pré-prod par exemple, du standard en prod quand même. Et le premium va vraiment vous apporter des fonctionnalités, on va dire, avancées, voire très avancées. On y reviendra un petit peu après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le registre, by design, donc en basique et en standard, il est exposé publiquement sur Internet, mais d'un point de vue authentification, il est verrouillé. Okay, on ne peut pas y accéder, tout le monde ne peut pas y accéder comme si on était sur un Docker Hub. Donc, il y a deux moyens d'y accéder. Soit on utilise le compte admin, qui est accessible ici, soit on va utiliser des rôles airbag, donc des rôles, pas des droits basés sur des rôles. Donc là, par exemple, je vais simuler l'ajout d'un rôle et on a des rôles divers et variés que nous offre Azure, comme donc on peut gérer finement en fait. C'est ça qui est intéressant. On peut gérer finement la possibilité de récupérer une image, de pousser une image, de mettre une image en quarantaine. La quarantaine, c'est une petite fonctionnalité intéressante quand même du registre sur Azure, c'est qu'on peut pousser une image sans qu'elle soit disponible au grand public, parce qu'on va faire tourner des vérifications de sécurité, de failles, enfin, de ce que vous voulez. Et donc, on peut également gérer des droits précis là-dessus. Donc ça, c'est petite fonctionnalité intéressante. Et du coup, les droits vont se gérer avec des rôles airbag à ce niveau-là. Hop là, je vais y revenir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc après, en fonctionnalité avancée, donc comme je vous le disais, on est quand même sur un service hébergé sur un cloud vendor, donc on s'attend à ce qu'on ait des petites choses en plus quand même que juste un registre basique. On va avoir la partie webhook où je peux réagir à des événements dans mon registre. Lorsqu'une image est pushée, lorsque quelqu'un a récupéré une image, lorsque j'ai un check de sécurité, lorsque j'ai un build qui a fini, etc. Je peux le faire ici. J'ai de la géoréplication. Donc là, les images, elles vont être géorépliquées sur 2 régions Azure différentes, selon votre choix. J'ai d'autres petites choses, hein, des registres connectés si je le souhaite. Je peux mettre du cache dans mon registre. Ça, c'est une gestion un peu plus précise des droits, mais on ne va pas forcément en parler. C'est un petit peu. Enfin, on n'aura pas le temps. Voilà, on peut faire de la rétention d'images avant suppression, des choses comme ça. Voilà. Donc, on a des petites choses en plus qui sont intéressantes dans le service, mais en même temps, voilà, on est aussi sur l'un des 3 cloud vendors. Donc, on s'attend aussi à ce qu'on ait des choses assez avancées sur le registre. Globalement, on a, si je ne me trompe pas, on a un SLA de 99,3 fois 9, je crois, 2 ou 3 fois 9%, ce qui n'est pas négligeable. Et si vous avez besoin d'aller encore au-delà, comme je vous l'avais montré, hein, on a de la géoréplication, des choses comme ça. Donc, honnêtement, c'est quand même un service qui, une fois déployé, est quand même assez costaud en termes de haute dispo. Voilà. Voilà pour le registre. Alors, présentation succincte du service. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer, hein, parce que c'est bien gentil, mais hop. Alors, bougez pas. Hop. Je vais me refaire une petite. Voilà. Hop. Alors, du coup, pour commencer, il faut que je me logue. Alors, j'ai pas rajouté le petit droit airbag qui va bien, du coup, je vais tricher. Je vais utiliser le compte admin pour me loguer. Voilà, voilà. Je vais taguer l'image que j'ai récupérée pour pouvoir la pousser sur mon image. Là, je fais un petit tag de l'image que j'ai en local. Je la tag sur mon registre distant. Hop. Et ensuite, je vais faire un push, tout simplement. Hop. Docker push. Donc, en fait, vous remarquerez que en fait, c'est un registre comme un autre. Donc, on utilise les mêmes commandes
que si c'était un registre ailleurs, sur un autre cloud ou un registre en local. Peu important. Là-dessus, ça ne change rien. Hop, alors, j'ai déjà poussé précédemment, donc forcément, il me dit que tout existe. Et donc, j'ai poussé mon image. Du coup, sur mon registre, si on regarde un petit peu, je le vois apparaître ici. Et donc, alors, forcément, comme on est sur le portail Azure, on a quelques petites infos supplémentaires comme le tag, quand est-ce qu'il a été modifié, on peut aller dedans si on le souhaite, on a la plateforme utilisée, voilà. En fait, Azure va un petit peu analyser votre image et vous donner un petit peu d'infos sur c'est quoi votre image, sur quelle plateforme elle tourne, etc., etc. Voilà, donc du coup, hop, 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 j'ai tout ce qu'il faut dans mon registre. Bonne nouvelle, c'est déjà pas mal. Je vais maintenant faire un premier déploiement et je vais déployer ce que je vous disais, le service App Service Web App for Container, Web App for Container ici. Donc là, pour rappel, c'est le déploiement d'une image avec sur un service App Service, avec du coup toutes les fonctionnalités d'un App Service que je peux avoir sur Azure. On verra ce qu'on a à notre dispo. Hop, Cloud Sud, Web, voilà. Bon, tout le reste, je vais le laisser pareil, il n'y a pas de problème. Je vais créer un plan, c'est pas un souci. Donc là, je dis bien que je veux déployer une image Docker, que je veux que ça tourne sur Linux. De toute façon, alors c'est quand même l'option préférentielle, ça marche plutôt bien. Hop, 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 pas de redondance. Et au niveau du déploiement, je vais lui dire rien. En fait, je ne veux pas mettre de CD sur mon service. Et donc là, je vais lui dire, hop, de chercher mon image sur mon container registry. Donc là, en fait, le portail, il trouve tout seul en fait mon registry, mon image et tout, parce que j'en ai qu'une à chaque fois. C'est assez facile. Donc, il la trouve automatiquement. Petit aparté sur la possibilité de mettre un Docker Compose dans l'app service. Ça, c'est en preview depuis longtemps et ce n'est pas conseillé. Si on veut, on va dire, orchestrer ou déployer plusieurs conteneurs depuis un Compose ou autre, le discours de Microsoft et le discours que moi j'ai aussi, c'est vraiment d'utiliser un vrai orchestrateur. Vraiment, c'est de partir sur une option type AKS pour avoir toute la puissance de l'AKS et aussi pour avoir un petit peu testé cet outil. Elle est vraiment en preview, très limitée et vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc clairement, pensez bien App Service pour un conteneur. Dès que j'en ai plusieurs, il faut passer sur l'orchestration. Tac, tac, tac. Partie network, bon. Et alors après, il y a plein d'options. Quand on crée un app service, est-ce que je veux du public access? Est-ce que je veux de l'injection network? Pas besoin. Monitoring, j'en ai pas besoin pour cette démo. Je vais créer le service. Hop. Et donc là, il faut que je meuble un peu parce que le déploiement, alors il prend une dizaine de secondes, un peu plus peut-être. Donc c'est quand même assez rapide. Et donc là, en gros, ça va me permettre de déployer mon conteneur. Alors, bien évidemment, hein, j'ai fait la démo avec le portail. Bien évidemment, exactement les mêmes options sont disponibles en ligne de commande, également avec des outils d'infra as code, Terraform, Bicep, Pulumi, OpenTF peut-être. Enfin non, même c'est sûr, puisque c'est un fork. Donc voilà, tout est disponible pour que vous puissiez automatiser vos process avec du DevOps, de la CI, de la CD propre. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vraiment, ce service-là est vraiment mature sur ces sujets. Donc, aucun problème. Je vais aller sur mon app. Tac, tac, tac. Et normalement, si tout se passe bien, ça fonctionne. OK. Donc là, en 3 clics, entre guillemets, j'ai mon application qui tourne et je vois que c'est un conteneur qui tourne. Ça, c'est le numéro du conteneur et je vois que je tombe bien sur un Linux. Voilà. J'ai pas le namespace. Alors, si je me trompe pas, là, j'ai rien parce que je suis sur le namespace par défaut. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on a accès
à l'ensemble des services qu'un app service propose. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Comme je peux vous le montrer là dans la partie ici à gauche, on a du monitoring, gestion d'identité, backup, domaine customisable, les certificats, on a du scaling, bon, ça j'en ai parlé, etc., etc. C'est vraiment très complet. Ça veut dire que pour des besoins, je dirais, d'exposition d'un conteneur web, une API ou une web app, on va dire, franchement, c'est the service to go, quoi. Il faut, enfin, c'est vraiment celui-là qu'il faut utiliser. Et donc voilà, c'est un peu la conclusion là sur ce service. Si vous avez un conteneur à déployer, c'est vraiment l'app service qu'il faut utiliser. C'est vraiment très très complet, très très simple et très facile à prendre. Voilà, je pense que sur ce service-là, on a fait le tour. Je vous propose d'aller maintenant sur de l'orchestration et du coup des use cases un petit peu plus avancés sur un Kubernetes. Alors, sur Kubernetes, enfin, sur AKS, je dirais. Donc, on a toute la partie, ce que je vous disais, la partie managée du service, donc les machines, les clusters, oui, enfin, les machines, le cluster, le service Kubernetes, le node master, etc., etc. Et donc, quand on est sur le portail là, on a toute une panoplie d'infos à ces sujets. Toute la partie networking, ça c'est extrêmement important quand on bosse avec un cluster parce que pour savoir quelle plage d'adresse IP est-ce que notre cluster utilise, quels vont être les ports d'ingress égress, enfin voilà, plein de choses comme ça. Toutes les infos sont dans la partie networking. Tout ce qui est node pool ici. Donc le node pool, j'ai la taille de mes nœuds, c'est du standard B2S, des machines somme toute classiques, je dirais, avec la version de Kubernetes, etc., etc. Donc encore une fois, le portail il vous donne toutes les infos nécessaires dont vous avez besoin pour travailler correctement avec le cluster. Et on a sur la gauche, on va dire, deux sections importantes. On a toute la partie ressources ici qui vous permet de voir ce qui est actuellement installé sur cluster. Donc les namespaces, ça c'est les pods, les services, l'ingress, etc., etc. Et toute la partie configuration ici. Est-ce que je veux rajouter un nouveau node pool? Est-ce que je veux le changer? Est-ce que je veux changer la taille de mes serveurs? La configuration, c'est par exemple la version de Kubernetes. Les networking, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a à droite. Et c'est si par exemple je veux intégrer mon cluster dans un réseau privé. Donc là, on bascule sur des use cases vraiment d'entreprise où je souhaite privatiser l'ensemble de mes ressources. C'est ici que ça va se passer. Et d'autres petites choses, je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais on peut installer des applications, faire des backups, installer Open Service Mesh, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment un service assez complet, complètement managé sur Azure. Donc là, je ne m'occupe pas des. Alors, je m'occupe un petit peu des machines, mais c'est pas moi qui vais m'occuper de faire en sorte qu'elles tournent. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, ce qui est à votre charge, c'est la partie configuration et déploiement de l'image sur le cluster. Alors, du coup, il y a un truc qui est vachement bien avec ce service, c'est qu'il vous dit comment travailler avec, entre guillemets, puisqu'on a une petite sélection de connect là, et il y a les commandes là qui permettent, depuis ma machine, de travailler avec le cluster distant. Donc là, par exemple, hop, je vais lui dire, alors, il vous faut l'outil Azure CLI pour que ça fonctionne. Donc là, en fait, il va récupérer les informations du cluster et les installer sur mon fichier de config de ma machine. Hop, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir travailler avec, avec l'outil kubectl ou kubecontroller. Je vais juste zoomer un peu. Donc là, en fait, je suis connecté à mon cluster et je peux lui demander, ben voilà, en ligne de commande, qu'est-ce qui fonctionne actuellement sur mon cluster. Alors du coup, j'ai déjà installé quelque chose, donc là on peut voir les pods qui s'affichent. Mais ça, c'est actuellement ce qui tourne sur mon cluster distant. C'est juste que mon outil kubecontroller, il est maintenant connecté avec, avec le Kubernetes distant. Tac, tac, tac. Alors du coup, ce que je voulais vous montrer vite fait, c'était le tac, tac, tac. Non, ça va être mince. Hop, où est-ce que je l'ai? Voilà, je vais juste récupérer le petit fichier de déploiement qui doit être quelque part, voilà, qui est ici. En fait, c'est un fichier de déploiement très simple. Ça, c'est un fichier de déploiement Kubernetes standard.
Ça, c'est important. On réutilise la même syntaxe, le même fichier YAML. Et donc, là, dans l'idée, c'est que ce fichier-là, il va déployer mon image. Et il la déploie depuis mon registre à moi, donc le registre là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais juste me placer au bon endroit pour que ça fonctionne. Voilà. Hop, je vais juste me mettre au bon endroit. Tac. Non, bien sûr. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier de deploy. Parfait. Alors du coup, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais enlever ce que j'ai actuellement. Parce que bah, sinon, vous allez dire c'est un peu de la triche. Et vous avez raison. Hop, je vais enlever ce que j'ai ici. S'il veut bien me rendre la main. Ça prend un peu de temps. Bon. Et donc du coup, dans l'idée, en fait, c'est que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que on va vraiment travailler avec Kubernetes comme si c'était un Kubernetes vraiment purement standard. D'accord? Et ça, c'est important. Parce que du coup, si je veux passer d'un cloud à un autre, si je veux passer d'un cloud on-prem sur un cloud Azure ou autre, les fichiers ne changent pas. Et ça, c'est quand même super intéressant. Alors du coup, je n'ai plus rien sur mon cluster, donc là on est OK. Et je vais du coup, appliquer, vous montrer que quand même, je raconte pas n'importe quoi, je vais juste m'assurer d'un petit truc. Voilà. Je vais faire un kubectl apply, hop, deploy. Donc je déploie mon application et getPod, je pense que c'est déjà le cas. Voilà, il est déjà prêt. Impec. Donc mon application est déjà prête. Je vais vous montrer donc qu'elle fonctionne correctement, puisque automatiquement j'ai une adresse IP publique qui a été affectée à mon pod, puisque au niveau du service que j'ai configuré dans Kubernetes, c'est un type load balancer. Hop, et donc je vais pouvoir, tac, 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 je vais pouvoir vous montrer qu'on est OK, que ça fonctionne. Hop. Alors, ça met un peu de temps. Si je me trompe pas, c'est un peu le temps qu'il met en fait pour récupérer l'image, la poulet, et cetera. Non, il veut pas. Hop, est-ce que je me serais trompé? Ah voilà, ça y est. Oh, c'est bizarre quand même. Bon, bref. Bon, l'application s'affiche et là je vois que je suis bien sur un pod qui est le même d'ailleurs que j'ai ici. Donc là-dessus, pour l'instant, on est bien. Hop, je vais laisser ça ici. Hop, je vais mettre ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le réplica dans mon fichier de configuration. Je vais pas mettre 1, je vais mettre 5. Tac. Je vais redéployer ma configuration. Et du coup, dans l'idée, maintenant, ce que je veux observer, c'est que mon cluster a bien réagi. Et que donc, automatiquement, maintenant, Kubernetes va gérer le load balancing entre mes différents pods. L'adresse IP reste la même. Ça, c'est important. Donc, j'ai bien mes 5 pods. L'adresse IP reste la même. Et si... Hop. Non, il ne veut pas. Très bien. Petit effet démo. Je vérifie juste qu'au niveau service, c'est toujours bon. 19. Ça ne change pas. Ah oui, si, ça y est. Donc là, on peut voir que... Alors, ça met un peu de temps. Et là, on peut voir que j'ai mes pods qui changent. D'accord? Donc, c'est bien que mon trafic entrant a bien été redirigé vers tel ou tel pod. Tout simplement. Et donc, ça me permet en fait de gérer l'orchestration. Enfin, c'est Kubernetes qui va gérer l'orchestration pour moi via ce load balancing. Je peux gérer les réplicas à travers les fichiers de configuration. Je peux faire du scaling automatique. Donc ça, c'est dans Kubernetes, c'est aussi configurable sans problème. Et du coup, le service AKS, il va automatiquement réagir en ajoutant des machines, en enlevant des machines, etc. etc. Donc du coup, sur AKS, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Mais ce qu'il faut retenir, hein, c'est vraiment AKS, c'est vraiment un Kubernetes hébergé dans le cloud. Donc,
Azure va gérer pour vous les machines, la communication entre les machines, faire en sorte que les VM sont toujours up avec un SLA 99 3x9, je crois, au moins. Il va gérer le nœud master, le Kubernetes, les composants cœur de Kubernetes, etc., etc. À vous d'appliquer votre configuration parce que vous avez accès aux API Kubernetes. Euh, euh, et, et voilà. C'est globalement ça. C'est surtout pour des use cases un petit peu avancés quand même. Dès qu'on a besoin de toucher aux API Kubernetes pour des besoins spécifiques. Voilà. Et donc, la dernière partie que je voulais vous montrer, hop, alors, ça j'en ai plus besoin, ça non plus. Je voulais vous montrer la partie Container Apps. Alors j'ai encore un petit peu de temps, je vais essayer d'aller vite. Donc la partie Container Apps, ce que je vous disais, c'est de l'orchestration de conteneurs en mode serverless. Donc là, dans l'idée, je n'ai pas accès, pour rappel, je n'ai pas accès aux API Kubernetes qui sont sous-jacentes. Okay, donc, ce qui est une vraie différence par rapport au service AKS. Donc là, je vais créer un container app. Hop. Via le portail, pareil, hein, petit assistant intéressant pour bootstrapper rapidement mon application, mais tout est dispo en Azure CLI, tout est dispo en PowerShell, tout est dispo en Terraform, etc. etc. Donc, il n'y a pas de problème. Hop. Je vais la mettre en France. Voilà. Je vais lui laisser créer l'environnement, c'est pas un problème. Le conteneur que je souhaite utiliser, hop, il vient de mon registre à moi. Hop. Tac, une image ici. Le tag, c'est le dernier. Donc voilà, le portail, il vous aide un petit peu. Sur la partie ingress, en fait, avec les container apps, on peut dire est-ce que j'expose ou pas mon pod? Parce que finalement, on peut aussi avoir des jobs qui tournent pendant des durées, des longues durées. On peut uniquement avoir des services qui font du push-pull sur des queues. On n'est pas forcément obligé d'avoir de l'ingress HTTP. Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant à comprendre avec ce service, c'est qu'on a vraiment un panel de use cases assez large pour vous, pour votre entreprise. Hop. Alors du coup, le trafic, je vais lui dire de l'accepter de la part de tout le monde. Je peux également le limiter à un environnement Container Apps. L'ingress, c'est l'HTTP. Hop. Je n'ai pas forcément de certificat. Juste le port, je vais lui dire que c'est le port 8080. Ça, c'est important. C'est le port qui est exposé de par mon conteneur. Mais là, vous remarquerez, en fait, on retrouve des notions très proches de Kubernetes, mais sans savoir que c'est Kubernetes. Okay, donc ça, c'est important. C'est-à-dire, en fait, on sait aujourd'hui que AK, c'est un Kubernetes. Par contre, quand on va l'utiliser, l'exploiter, on ne le sait pas forcément. Voilà. Je vais faire une review. Hop, je vais le créer. Alors lui, il met un petit peu plus de temps et ça va me permettre de vous expliquer un peu comment ça tourne Container App. En fait, Container App, quand je crée une app, je vais aussi créer un environnement. L'environnement, c'est un regroupement d'applications qui, je dirais, ont un sens commun ou aussi de manière un peu plus précise qui vont potentiellement communiquer ensemble. D'accord? Potentiellement, elles vont communiquer ensemble, elles vont potentiellement utiliser les mêmes fichiers de configuration de Dapper, de Envoy par exemple. Et donc, en fait, c'est vraiment ce regroupement logique-là qui est important parce que du coup, je vais pouvoir les administrer ensemble. Donc ça, c'est important. Automatiquement, avec un environnement Container Apps, j'ai un log, enfin, j'ai un log analytics workspace qui arrive automatiquement. Pourquoi? Parce que tous les logs qui vont être captés par cluster vont être envoyés sur Azure Monitor pour que vous puissiez les exploiter, que ce soit dans le monitoring du cluster, le monitoring des apps, le monitoring de la scalabilité, de ce que vous voulez. Donc, on va pouvoir le faire sur Azure Monitor. Sur AKS, c'est possible aussi, mais il faut le faire à la main. Il faut activer les options à la main, il faut configurer à la main, etc. etc. Là, c'est by design. By design, c'est fait pour vous. Et donc, du coup, dans mon déploiement, j'ai bien mon environnement qui est créé et mon app qui va être installée sur l'environnement. Donc ensuite, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fois l'environnement et on va mettre plusieurs apps dessus. Mais souvent, l'environnement, on va le créer qu'une seule fois. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, j'ai mon application qui se lance. Alors, on voit que c'est bien un pod qui tourne. Enfin, vous l'aurez remarqué, c'est le même format que ce qu'on avait avant.
à la vraie différence de l'app service, où l'app service, c'était le nom du conteneur. C'est vraiment deux choses différentes. Et donc, on voit bien qu'on tourne avec des conteneurs, on tourne avec un cluster. La machine, vous aurez remarqué qu'à aucun moment, j'ai indiqué la machine. C'est automatiquement le service qui l'a géré pour moi. La partie node pool, c'est lui qui l'a géré. Donc là, bon, là, je sais que c'est une machine Linux. Mais du coup, ça, c'est un aspect important parce que vous n'avez pas forcément la main là-dessus. Alors que AKS, avec les node pools, vous avez complètement la main dessus. Et donc, dans AK, et je vais finir là-dessus sur ma démo, parce que sinon je vais dépasser. Globalement, je dirais que AK va vous proposer la même chose qu'AKS, mais avec un niveau d'abstraction plus élevé. D'accord? Donc, par exemple, les révisions, ça va être toute la partie déploiement par version de vos applications, avec automatiquement des stratégies de déploiement, du blue-green déploiement, du canary déploiement, etc. Tout ça, c'est paramétrable ici, ce qu'on n'a pas dans AKS by design. Bon, la partie conteneur et scale, bon, ça c'est la visualisation de vos applications. La partie secret, en fait, le service embarque automatiquement un gestionnaire de secrets pour vos applications, ce qui n'est pas le cas pour AKS, etc., etc. Donc après, il y a plein d'autres choses, hein. Les custom domaines, la partie Dapper, identité, bon, on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais avec les deux, trois exemples que je vous ai montrés, il faut bien comprendre que c'est un cluster, mais sans voilà, enfin, avec des fonctionnalités supplémentaires, by design, prêt sur étagère, pour pouvoir rapidement monter sur de l'orchestration sur Azure. Voilà, on a fait le tour. Donc, ce qu'il faut retenir, je vais juste revenir sur mes slides. Voilà. Parce qu'on arrive au bout. Je vais juste conclure en disant que s'il y a bien des services qu'il faut retenir, je pense que c'est ceux que je vous ai montrés. Donc, le registre, forcément. En même temps, lui, c'est le seul sur Azure, donc on ne peut pas se tromper. Je dirais l'app service quand on veut déployer qu'un seul conteneur, avec une complexité quand même relativement simple. Donc, une web app, une API, etc. S'il y a des besoins de scalabilité forts, on va dire la scalabilité non prévisible, là, ça devient un peu limité, mais ça peut être utile dans des cas, dans de la scalabilité un peu précise, un peu courte, quoi. Et ensuite, on a, en termes de services d'orchestration, on va avoir AKS pour avoir véritablement accès aux API Kubernetes, pour vraiment faire ce qu'on veut avec Kubernetes, mais toute la partie machine, infra est autogérée par Azure. Et Container Apps, donc AKA, c'est vraiment de l'orchestration en mode serverless. Je n'ai pas d'idée de qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon conteneur, c'est Azure qui gère. Moi, je m'occupe juste de faire en sorte que mon conteneur est là, qu'il est déployable. Un petit peu de configuration ingress, on l'a vu, mais c'est pas très méchant. Et donc là, ça simplifie grandement l'administration, je pense, du cluster. Et à mon sens, ça peut être un très bon point d'entrée si vous souhaitez appréhender l'orchestration. Et puis d'autant plus que c'est un service qui est en plein essor. Il y a eu récemment pas mal d'annonces justement sur des features de privatisation, réseau, de routage de l'ingress, de l'égress, etc. Donc ça, c'est quand même... on voit que Microsoft avance beaucoup sur ce sujet, sur ce service-là. Ils mettent l'effort, ils poussent beaucoup là-dessus. Honnêtement, je pense que c'est un service qui est très prometteur, peut-être encore un chouïa jeune, mais vraiment à surveiller, quoi. Si vous voulez faire de l'orchestration dans Azure, c'est vraiment ce service-là qu'il faut surveiller. Et si jamais il ne convient pas, vous avez toujours l'option AKS. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fini. Je pense qu'on arrive au bout. Il est déjà 11h51. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. Tout à fait. Je te rejoins pour lire les questions s'il y en a. Et merci beaucoup à toi. Avant que les questions arrivent, tu as été super. Ouais, merci à vous. Hein. Merci. J'espère que ça a été clair et puis que voilà, que les gens ils vont ressortir avec l'essentiel. Hein. C'est surtout ça. Mais ouais. N'oubliez pas l'open feedback. Il y a le Oui. QR code qui est également dans le lobby. Je l'ai mis ici aussi. Eh bien oui, oula. Donc du coup, faites vos retours si vous n'avez pas de questions. En fait, même si vous avez des questions d'ailleurs.
faites vos retours directement, hein, ça permettra d'avoir une meilleure vision de de sa performance. Voilà, bah, je serai encore un peu dispo dans le lobby si vous voulez un peu discuter ou en chat direct ou alors j'avais mis le handle Twitter devant. Enfin, voilà. Surtout n'hésitez pas. Et dans ce cas-là, je vais couper l'enregistrement. Merci encore. Merci beaucoup, Christophe.